gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on parle échec avec Tristan Martin. Catherine Navarre nous présente ses services en périnatalité qui sont loin d'être comme tous les autres. Et l'auteur, compositeur, interprète Marc Bélanger vient nous présenter ce qui sera probablement son 3e album bientôt, à ne pas manquer. Montagne aux forêts denses, un prince endormi à son flanc. Au bout de pointe dans le silence, esprit des eaux, on veut garder ton home d'or de soleil blanc. Je suis avec Monsieur Tristan Martin ce matin. Bonjour Tristan. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, merci. Ben, bienvenue à Extra Extra. Donc, Tristan, toi, t'es à l'Apocatière là, en ce moment. J'étais à Saint-Pascal. À Saint-Pascal. OK, ouais. T'es juste à côté. C'est ça, c'est ça. Et là, je voyais récemment que tu offrais des cours d'échecs pour les débutants. Effectivement. Ouais. Quand on parle de débutants, est-ce qu'on parle des tout-petits ou ça peut être un débutant de 40 ans comme moi, mettons? Ben, moi, j'adapte ma formule à la personne. Donc, oui, ça peut être au niveau des personnes plus âgées dans le milieu ou des tout-petits sans problème, oui. OK. Puis là, toi, les échecs, ça fait partie de ta vie depuis combien de temps? Là? Ça fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Je dirais que ça a pris un petit peu plus d'ampleur au courant de la pandémie où on n'avait rien à faire, qu'on était chez nous et qu'on écoutait la fameuse série Netflix, là, Le jeu de la dame. Ah oui? Donc, oui, c'est ça, je m'y suis remis un petit peu plus, là, puis depuis ce temps-là, ça n'a pas lâché. Ouais. Est-ce que c'est encore populaire, les échecs, dans le coin? C'est dans le coin, je dirais qu'on a recommencé un peu à brasser ça. Il existait un regroupement de joueurs d'échecs à Rivière-du-Loup qui se rejoignaient là, de temps en temps, mais ça a tombé un peu à l'eau pendant la pandémie. Ouais. Donc, en collaboration avec un de mes amis à Rivière-du-Loup, on a repris la page, puis on a changé le nom pour le Club d'échecs de Rivière-du-Loup. Okay. Et désormais, là, depuis février, on se rencontre une fois par semaine, toutes les semaines, puis c'est gratuit. Ça se passe au Fou Brassant, le mercredi à 18h. Alors, les gens viennent, puis vous avez disposé des jeux? Ou... C'est en plein ça, c'est en plein ça. Les gens peuvent apporter leurs jeux aussi, puis c'est une formule conviviale. Donc, au Fou Brassant, là, puis on les remercie d'ailleurs de nous accueillir à chaque semaine. Donc, avec une petite bière, puis on joue quelques parties d'échecs. Ça permet de jouer avec des gens qui sont pas de notre niveau. Puis il y a une formule aussi là, qu'on apprend un peu. Moi, ça me fait toujours plaisir de revisiter les parties après. Puis il y a eu beaucoup de gens qui se sont améliorés là, en venant nous voir le mercredi. Ouais. Ah ouais, quand même. Et là, est-ce qu'on parle du jeu? Moi, ça m'a toujours fasciné. Tu sais, les petites horloges là, à côté des jeux. Tac, tac, tac. Ça fait-tu partie de ça ou on n'est pas rendu là? Ben, tu sais, ça peut. Il y en a qui apportent leurs horloges pour le plaisir de se jouer des parties plus rapides, mais ça reste dans une ambiance de plaisir. Là, donc, c'est décontracté. C'est ça, la plupart du temps, on joue sans. Là. Ouais. Parce que quand même, on parle d'une aptitude, les échecs, qui peut s'étudier presque toute une vie, là, finalement. Donc, j'imagine que c'est quand même bien, là, si jamais vos enfants sont intéressés, d'avoir quelqu'un qui peut leur montrer. Il y a plusieurs avantages à jouer aux échecs, j'ai l'impression aussi. Effectivement, plusieurs avantages. Moi, je vous partage quelque chose que j'apprécie beaucoup des échecs. Aux échecs, il n'y a pas de hasard. Donc, la situation qu'on a créée, ça vient des interactions des deux joueurs. Donc, ça apprend à l'enfant déjà un certain sens de la responsabilité. Mm-hmm. C'est pas une force extérieure qui a créé le problème. Donc, on regarde le problème, puis ça prend de la patience. Ça développe la patience même. Ça développe le côté, tout ce qui est planification.
Donc oui, effectivement, plein de bienfaits. Puis ça a été prouvé là, que même les jeunes, ça développe leur concentration, ça développe les aptitudes en mathématiques, en analytique. Il faut raisonner. Oui, c'est sûr, oui. Donc, j'imagine que on n'est pas nécessairement tous on pense à 6 coups d'avance, nos games, là, mais... en fait c'est drôle que vous me dites ça. La moyenne des coups d'avance que les joueurs jouent, les joueurs amateurs, c'est environ 3. Okay. Les joueurs professionnels, c'est environ 4. OK, c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. L'idée, c'est de trouver les meilleurs coups. Okay. Donc, c'est là la différence. C'est la qualité plutôt que la quantité. Fait que dans 4 coups, ça va tellement avoir changé qu'il faut s'en replacer. C'est ça, c'est ça. OK. Ouais. Puis là, pour le niveau des cours, toi, tu donnes ça où, là, dans le coin? Moi, dans le fond, moi, je suis habitué à me déplacer chez les gens, un peu comme un prof de guitare, parfois, là, qui apporte sa guitare. Donc, moi, j'apporte mon échiquier, un petit peu plus petit. Mais tu sais, je m'adapte aux gens, puis j'ai quand même la possibilité, selon les heures et les jours, de recevoir chez moi à Saint-Pascal ou bien de réserver une salle à la bibliothèque ou quoi que ce soit, là, selon le besoin des gens. Je m'adapte vraiment tout le temps. OK. Est-ce que tu sors un peu dans les environs aussi? Oui, il n'y a pas de problème. Dans le fond, je dirais que mon périmètre est à peu près de la Pocatière à Rivière-du-Loup, normalement. OK. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent, qui souhaiteraient là, que leurs enfants embarquent, qui sont un petit peu plus loin, comme à Cacouna, Saint-Jean-Port-Joli, écrivez-moi. Si j'en ai 3-4 puis que je peux les rentrer dans la même journée, ça va me faire plaisir de me déplacer un petit peu plus loin. Là, c'est ça. Je suis en train d'organiser l'horaire. Ça se fait là, dans le fond. On te rejoint par Facebook, c'est ça? Oui, idéalement, oui, c'est ça. Donc, on va afficher ton Facebook. Certainement, ou adresse email, pas de problème. Mais... OK. Oui, je suis flexible là-dessus. C'est bon. Est-ce que toi, tu as déjà fait des tournois d'échecs, des gros rassemblements comme ça? Ou... J'ai fait quelques tournois d'échecs, oui, en ligne et en présence. Donc, je connais bien qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce que ça prend. Puis, je connais la réalité des tournois. Là. Fait que tu pourrais préparer quelqu'un qui a un petit peu plus d'ambition là, aussi. Bien, c'est certain que j'aimerais ça. Puis que ça prend un étudiant qui a envie de se rendre là, puis qui a le désir de se rendre là. C'est sûr, ça me ferait vraiment plaisir là, de préparer quelqu'un un tournoi, oui. Est-ce que si les écoles nous écoutent, c'est quelque chose qui t'intéresserait, offrir ça sur les heures de dîner au primaire, par exemple? Avec grand plaisir. OK. Ouais, certainement. Donc, on a notre gars d'échecs dans le coin. Si vous voulez offrir son expertise, c'est possible par son Facebook. Écoute, merci Tristan d'être venu nous partager le message ce matin. Puis je te souhaite une belle année. Je peux-tu finir en disant un petit quelque chose? Oui. Ça te va? J'aimerais ça juste partager un constat. J'ai fait une annonce sur le comité social sur Facebook. Oui. Depuis ça, j'ai eu presque une dizaine de parents qui m'ont envoyé des messages. Puis j'aimerais juste constater, c'est tout pour des petits gars. OK. Je veux juste passer le message. C'est masculin, les échecs ici. Les filles, les femmes peuvent jouer aux échecs aussi. Fait que les parents, pensez pas juste à votre petit gars quand vous regardez ça. Pensez à votre petite fille, peut-être qu'elle serait intéressée aussi. C'est important. Le monde d'échecs, ça a longtemps été un monde d'hommes, mais on est en 2025, donc... C'est vrai. Allons-y pour tout le monde. Ouais. C'est bon que tu nous arrives avec ça. J'ai eu une invitée récemment qui offre des cours de yoga. Elle disait qu'il n'y avait pas assez de gars dans le coin. Ben voilà. Là, échec, pas assez de filles. Fait que let's go, on se mixe. C'est parfait, c'est parfait. Merci Tristan. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Yup. Je suis avec Catherine Havard. On parle d'un sujet quand même méconnu aujourd'hui. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc, toi, tu offres quelque chose qui est quand même assez particulier, c'est-à-dire tout ce qui est prénatalité en quelque sorte, mais sur une tout autre angle qu'on est habitué de voir. Là. On parle pas nécessairement d'exercice de respiration et de faire le petit chien. Là. Oui, c'est ça. J'offre des ateliers de préparation à la naissance. Tu sais, on peut comparer la préparation à l'accouchement comme si on se préparait pour aller à une entrevue pour une job. OK. Dans une certaine manière. Fait qu'on pourrait dire que quand on va pour une entrevue, on veut connaître l'entreprise, on veut connaître la job sur laquelle on postule, puis on veut connaître aussi nous. On veut se connaître, nous, comment est-ce qu'on agit dans cet environnement-là. Oui. Ça, c'est la partie qu'on oublie le plus souvent. Fait que dans le fond, dans l'accouchement, l'entreprise, c'est
peut-être comme où je vais aller accoucher, le contexte, la société, le pays, le lieu ici, comment ça marche les accouchements. Est-ce que j'accouche à l'hôpital, en maison de naissance, etc. Fait que ça, souvent, on fait cette préparation-là en prénatal. Okay. On se prépare aussi souvent pour la job. Qu'est-ce que c'est le poste que je vais avoir? Puis le poste, dans le fond, c'est comme l'équivalent de c'est quoi l'accouchement. Donc, le travail. Le travail, comment ça marche physiologiquement, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, etc. Ça, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Mais il n'y a pas beaucoup de préparation sur se connaître soi-même pour se préparer à l'accouchement, qui est une autre dimension super importante. Fait que moi, c'est là-dessus que je mets le focus. Et là, tu passes par les arts pour trouver ça, si je comprends bien. Oui, parce que quand on fait de l'art, en réalité, ça ralentit nos pensées. T'sais, au lieu d'être juste dans l'intellect, on va plutôt se connecter sur qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui est vraiment présent à l'intérieur de nous. Donc, j'appelle ça de l'exploration artistique parce que c'est vraiment dans l'idée de se mettre dans cet espace où on est plus dans l'intuition. OK. Donc, concrètement, là, c'est quand on arrive dans l'environnement que tu offres aux gens qui prennent ce type de cours, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe, là? Tu les reçois, puis... Oui, bien, c'est sûr qu'il y a toujours un moment, juste être ensemble, passer un moment pour se déposer. Souvent, quand on est enceinte, surtout si on a d'autres enfants, ça va vite, la vie, tout ça. Fait que déjà, s'offrir un moment de tranquillité, c'est super. On prend une tisane, on est ensemble. Ensuite, dans l'exploration, il y a un début. Juste pour briser la glace, on va faire plus comme un doodle, qu'on va dire. Là. Donc, juste plus comme s'approprier un peu les matériaux qui sont là. Surtout, on va aussi se mettre dans une ambiance où on n'est pas dans la production de quelque chose de beau. Puis ça aussi, c'est un parallèle qui est intéressant avec l'accouchement parce qu'on va beaucoup le penser en termes performatifs, hein, l'accouchement, là, tu sais, comment je vais le faire, là, qu'est-ce que je veux, puis tout ça. Mais là, on décroche complètement de ça, puis on est vraiment dans le moment présent. Puis, la page blanche de notre exploration, c'est un peu la même chose que la page blanche de notre accouchement. Dans le fond, on ne sait pas ce qui va arriver. Puis, n'importe quoi qui va arriver, ça va être beau, puis ça va être ton histoire. Puis, parce que ça vient de toi, parce que c'est toi. Fait que dans le fond, on se dépose, puis souvent, je vais comme donner peut-être une petite question d'orientation sur qu'est-ce que tu as envie d'explorer. Puis, on dessine, on a d'autres matériaux, peinture, fusain, etc. Puis, c'est plus comme un moment de tranquillité que la personne peut explorer certaines... questions, des enjeux, des choses, peut-être des peurs aussi qu'elle peut avoir, puis elle va être comme face à ça sur papier. Puis on n'est pas dans la production d'une œuvre qu'on va accrocher sur le mur. On s'en va pas vers une expo. Pas du tout. C'est vraiment, souvent, en fait, on ne va même pas regarder ensemble ce que les femmes ont fait. On est plus dans le moment qu'est-ce que ça lui a fait découvrir. Puis après ça, il peut y avoir un moment de partage ensemble où, des fois, on met les dessins complètement de côté, des fois, on peut y faire référence, mais c'est plus comme échanger sur ce qu'on a vécu à propos de telle ou telle question face à l'accouchement. C'est pour faire démarrer, finalement, le questionnement personnel. Oui. OK. Et là, jusqu'à maintenant, je sais que tu en offres, malheureusement, quand vous allez nous voir, ça va déjà être passé. Mais là, tu en offres bientôt. Est-ce que c'est la première fois que ça se passe dans le coin, ça? Ou... non, moi, ça fait une douzaine d'années que j'offre ça dans la région de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, mais c'est plus sporadique à la demande. Puis là, ces temps-ci, j'ai quelques clientes qui sont intéressées. Puis qu'on avait envie de former un groupe. Parce que dans le fond, c'est des clientes en herboristerie périnatale. Donc, j'offre aussi de l'accompagnement pour les femmes enceintes qui veulent découvrir l'usage des plantes médicinales pendant la grossesse. OK. Ça, c'est la principale activité de mon entreprise. OK. Donc, si des gens nous entendent en ce moment, puis ils font « Ah, mon Dieu, mais je veux être de la prochaine cohorte », on peut te rejoindre pour te... Oui, tout à fait. Puis ça peut être en étant cliente avec moi pour l'herboristerie ou pas. Ça peut être juste quelqu'un qui a envie d'explorer ça dans le prénatal, puis on forme un groupe. OK. Et si on parle un peu de, justement, le dossier herboristerie, qu'est-ce qui fait que les gens sont allés vers ça? Qu'est-ce que ça offre qui fait que c'est plus intéressant que peut-être... On sait, là, des fois, on se ramasse dans les pharmacies puis on a des listes un peu chimiques. Oui, vraiment. Puis, tu sais, quand on parle des plantes médicinales puis la grossesse, la principale chose que les gens vont googler ou qu'on va dire, c'est « Ah, c'est quoi les plantes contre-indiquées? » C'est ça qu'on pense tout de suite en premier. Qu'est-ce qu'il faut pas que je prenne? Qu'est-ce qu'il faut pas que je prenne? Mais on oublie souvent que « indiqué », ça veut dire « bon », efficace, sans danger. Fait que dans le fond, il y a vraiment des plantes qui sont là pour nous aider à nourrir le corps parce que c'est une immense transformation qu'est en train de vivre la femme. Puis dans le fond, prendre certaines plantes, ça peut être vraiment nourrissant, nourricier pour plein d'aspects de la femme, puis vraiment prévenir. Fait que par rapport à la médecine allopathique, là, dans les pharmacies, bien, on est plus dans la prévention avec les plantes. On va plutôt comme utiliser ces plantes-là selon les sensibilités de la personne pour prévenir certaines choses.
OK. Et qu'est-ce qui fait que t'es bonne là-dedans? Toi, t'as passé par où pour faire ce genre de métier-là? Bien, moi, je suis d'abord agronome de formation. Fait que quand j'étais à l'université en agronomie, je m'intéressais surtout aux plantes sur les mauvaises herbes puis l'identification des plantes sauvages. Puis en parallèle, j'étais allée chercher des formations d'herboristerie. Donc, formation générale de base sur les plantes médicinales. Puis, de fil en aiguille, quand moi aussi je suis devenue maman, bien, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs plantes qui étaient utiles à la périnatalité. Puis, je me suis rendu compte que c'était des vraiment beaux outils pour prévenir toutes sortes de choses. OK. Bon, ben écoutez, si ça vous intéresse, on t'envoie un Facebook. Comment ça fonctionne? Oui, sur Facebook, courriel, sur mon site Internet de la Louve. Bon, ben on affichera tout ça à l'écran. Puis merci d'être venu nous en parler. Donc, on n'oublie pas, l'offre existe. C'est quand même pas partout qu'on a ce type d'offre-là. Donc, en te souhaitant une belle continuation à ce moment-là. Merci. Yep. Je suis avec Marc Bélanger cet après-midi. Bonjour, Marc. Allô, Benoît. Bienvenue dans notre studio d'Extra Extra. Merci pour l'invitation, c'est très apprécié. Ben ça fait plaisir. Marc, je pense qu'il y en a qui te connaissent à la maison quand même, parce que ça fait quoi, là, 20, 30 ans que tu te promènes avec ta guitare dans le Bas-Saint-Laurent, quand même? J'ai commencé à gratter la guitare à 15 ans. OK, quand même. Là, j'ai 45, fait que ça fait quand même... Le 30 ans est passé, là, finalement. Puis, aussitôt que j'ai commencé à gratter la guitare, je trouvais ça important de faire mes chansons. Oui. Je pense que j'ai commencé à jouer de la musique en octobre, je pense 95. OK. Puis en janvier, je faisais déjà un spectacle avec, je pense qu'il y avait genre 12 chansons dans le spectacle, puis il y en avait 2 de Nirvana, puis le reste, c'était toutes des compositions originales. Fait que j'ai commencé direct sur le grill. Là, avec Cobain en 95 en plus. Hein? Ouais. On voit l'influence. Ouais. Donc, justement, parlons-en un peu, étant donné que ça fait autant d'années. Moi, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas croisé dans un événement ou un autre. Donc, j'imagine que les aléas de la vie sont ce qu'ils sont. Ouais. Est-ce que l'évolution au niveau de ton travail musical va toujours bon train à travers tout ce temps-là? Ouais, ben comme tu as vu, j'ai pris de la rondeur, puis j'ai pris un peu de, je pense, un peu de recul face à ce que je faisais, puis je suis un peu dans la même veine, mais moins frondeur, puis je suis moins dans les sujets politiques, puis de... Oui, parce que je me souviens qu'il y avait des bouts, on te voyait beaucoup dans les spectacles de Saint-Jean-Baptiste, puis avec un discours assez nationaliste. Ouais, pour le Parti québécois, puis ces trucs-là. Et puis, moi, je me voyais pas vraiment aller, mais je vois ça un peu comme la roche brute qui est pleine de concavité, puis plein de piquants, puis à force de se faire laver par l'eau, elle devient lisse. Puis je pense que c'est un peu ce qui m'est arrivé dernièrement. Là. Il est arrivé beaucoup de choses ces dernières années. Il y a eu la grosse grippe qui a frappé là, 4-5 ans, puis ça nous a tous permis de prendre du recul. Mm-hmm. Puis quand ça s'est arrivé, moi, c'est ça, j'avais déjà un petit garçon. Puis là, il y en a un autre qui est arrivé entre-temps. Puis j'ai profité de cette période d'enfermement-là pour me ressourcer, pour apprendre, pour me former, puis pour écrire aussi des chansons. Parce que je me disais, tant qu'à être cloîtré, c'est aussi bien de faire quelque chose de productif. Et puis j'en ai profité pour lire, pour me renseigner sur l'histoire, sur l'alchimie, sur l'histoire de mes ancêtres, pour renouer des liens avec... l'histoire des Amérindiens, et puis j'ai même appris à me former. Je me disais, tant qu'à avoir du temps pour moi, tu sais. Fait que je me suis inscrit à un cours de charpenterie-menuiserie. OK. Fait que j'apprends à être charpentier. Puis c'est ça, j'ai pris un cours de 6 mois à l'École des métiers de Rivière-du-Loup, puis ça m'a appris... J'ai appris la charpenterie, mais j'ai appris aussi à vivre au travers de ça. Ouais. Puis tout ce que j'ai appris là va me servir pour mes chansons, puis pour... Mm-hmm. On apprend, quand on fait de la charpenterie, on apprend avant de construire, il faut se mettre au niveau. Après ça, il faut qu'on commence droit, puis se remettre au niveau 1000 fois durant nos travaux. Ouais. Et puis en apprenant ça, puis en l'incorporant, ça m'a appris à travailler, puis à vivre, puis à écrire des chansons d'une autre façon. Commencer droit, puis... C'est une belle image. Je pense que ça parle à plein de monde, en fait. C'est vraiment très bien expliqué. Mais on parlait de polissage tantôt, justement. C'est ça. À l'époque, moi, je t'ai connu... les Cowboys fringants, c'était soft à côté de toi, les premiers albums. Je parle là, à l'époque où est-ce qu'il était un petit peu plus revendicateur. Je sais que tu avais un côté assez impliqué, là, socialement aussi là-dedans. Mais on s'en parlait tout à l'heure. Finalement,
faire la morale aux gens, c'est pas nécessairement la meilleure façon d'avoir un public, qu'est-ce que tu me disais. Ouais. Fait que là, ce qui t'inspire maintenant pour tes textes, tout ça a changé, ça veut dire aussi? Ouais, ben comme tu dis, j'ai été très, très revendicateur, très... j'étais allé dans les accusations politiques, puis dans les... Moi, je voyais des choses que... Je ressentais que c'est pas tout le monde qui voyait ces choses-là. Ouais. Puis je voyais des choses arriver qui me faisaient un peu peur, puis qui me faisaient... Parce que quand on a des enfants, on se projette dans l'avenir, puis on se dit, tu sais, peut-être que moi, je vivrai pas ces choses-là, mais eux vont les subir, fait qu'on essaie de... Ouais. On essaie d'avertir puis de corriger ça, mais au final, à un moment donné, on se rend compte qu'on parle un peu dans le désert, puis finalement, ça résonne avec nous-mêmes, puis avec quelques personnes autour de nous en chambre d'écho qui pensent comme nous, mais on se rend compte qu'avec le grand public, ça marche pas. Puis même en étant rebelle moi-même, des fois, j'entends des chansons qui font la morale sous plein d'angles, puis moi, je me sens agressé. Fait que je me disais, oh, c'est-tu ça que moi je faisais avant? C'est pour ça que à un moment donné, tu veux avertir, tu veux sonner l'alarme, mais à un moment donné, tu te rends compte que tu fais plus fuir ton public que d'autres choses. Ouais. Puis c'est ça, la période de la grosse grippe qu'il y a eu, ça m'a permis de remettre tout ça en contexte, puis de faire une synthèse de ce que j'avais fait, puis de ce que je voulais faire aussi. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais, au lieu d'essayer de trop forcer la chose, puis de trop forcer nos idées, puis d'essayer de les entrer de force dans la gorge des gens, on va laisser l'art rester de l'art. Oui. Fait que je me dis, je vais essayer de... Tant qu'à faire de la musique, je vais essayer de faire du beau. Je ne serai pas du laid, je ne serai pas du revendicateur, je ne serai pas du... Je vais arrêter de faire l'alarmiste puis d'essayer de pousser dans la gorge des gens des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Oui. Puis je vais essayer juste d'écrire ce que je vois, que je trouve beau puis que je trouve élevant. Fait que... Ça doit te faire du bien à toi aussi, finalement. Oui, ben quand tu finis la chanson, puis t'es fâché, puis là, les gens sont fâchés, puis on va les avoir. Il y a comme une espèce d'énergie négative qui se dégage de ça, tandis que quand tu décris quelque chose de beau, quelque chose qui te fait vibrer, bien, souvent, on peut rentrer dans l'universel, parce que la fleur que tu vois, que tu trouves belle, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont vue, puis qui l'ont... Le référent est commun, finalement, il se partage mieux. Fait que finalement, on peut être plus universel en parlant du beau, parce que le beau, c'est universel. Ben oui, puis la musique, ça se partage, donc ça va ensemble un peu. Là, si on revient un peu à tes projets, toi, tu as déjà 2 albums, si je ne me trompe pas. On les trouve encore? Est-ce que c'est streamable? C'est sur Internet, oui. C'est sur Internet, donc les plateformes en général, Marc Bélanger, si vous googlez ça... Bandcamp. Bandcamp, c'est toujours efficace, parce que Bandcamp, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet de soit streamer la chanson ou soit l'acheter pièce par pièce ou album par album. Et ça s'en va directement à l'artiste, là, en majorité. Hein, je me souviens plus de... En minorité. En minorité, en vrai, je me souvenais pas qu'il prenait une grosse cote, Bandcamp. En tout cas, ça peut pas être pire que Spotify qui donne un tiers de scène par écoute. Fait que c'est toi que le message est lancé. Donc là, 3e album en chantier en ce moment. Ouais. Donc, malgré ta bifurcation de carrière, on perd pas l'objectif de 3e album? Non, l'objectif est encore bien en vue. Puis j'ai profité de cette période-là de calme pour me poser puis pour écrire des nouvelles chansons qui étaient plus en harmonie avec ce que je vivais puis avec ce que je voulais léguer aussi à mes enfants puis aux gens autour de moi. Puis c'est ça, je voulais faire un album avec 7 chansons. OK. Et 7 univers qui décrivent, qui parlent de ce qui me fait vibrer, puis ce qui... je parle notamment, j'ai une chanson qui s'appelle « La coulée bleue », qui vient de... Vous allez l'entendre. Ben oui, c'est sûr qu'on va prendre le temps de t'écouter. Ça parle des légendes que mon grand-père me racontait quand j'étais tout petit. Parce que moi, j'avais un grand-père qui s'appelait Victor, qui était un conteur exceptionnel. Ah oui? Puis lui, il a vécu la colonie, puis il me parlait de ça souvent, puis il me parlait de quand il avait été défriché dans le coin de Saint-Guy, dans le coin de la coulée bleue. Puis que quand le soleil se couchait, là, puis que toutes les couleurs deviennent vraiment éclatantes, là, que là-bas, il y a beaucoup d'épinettes bleues, puis tout devenait bleu, bleu, bleu dans la vallée. Puis il me racontait les histoires de la colonisation, puis j'avoue, je suis pas... J'ai été très, très romancé dans la chanson parce que la colonisation, on s'entend, c'était une période difficile, c'était dur. Ouais. C'était pas poétique. C'était pas vraiment le bon vieux temps là, à cette époque-là. Les gens mouraient tôt, il y avait les gens crevaient de faim littéralement, les gens étaient dans la grosse misère. Puis moi, je voulais parler du beau de ça parce que lui, il avait le tour
il avait le tour de prendre des sujets sérieux, puis d'en faire de la poésie, puis de nous livrer ça, parce que moi, il me racontait ces histoires-là, j'avais 4-5 ans, il pouvait pas me parler comme il parlait dans un cadre bûcheron. Ouais. Mais il trouvait les mots, il trouvait tellement de la poésie, puis d'une façon de me livrer ça, que j'ai comme capté ça, puis c'est venu plus tard, c'est comme une petite semence qui a fleuri. Ah ben, ça a Puis, pris son essor plus tard dans ta Ça a vie. pris beaucoup d'années, mais c'est comme... on dit qu'une fleur, même si tu tires dessus, elle pousse pas plus vite. Il faut la laisser chaque chose à son temps. Puis ça a fleuri quand ça a été le temps. Puis c'est ça, c'est une chanson que j'aime jouer. Puis que je pense que tous ceux qui ont connu la colonisation se retrouvent là-dedans. Puis tous ceux qui ont entendu ces histoires-là peuvent avoir un référent. Et puis, c'est toujours aussi une fierté de parler en bien de ses ancêtres. Ben oui, forcément. Écoute, que de sagesse, que de sagesse. Tu vas me gêner. Merci d'être venu, Marc. Alors, on rappelle aux gens, si vous voulez entendre ce qui existe déjà, donc le Bandcamp, je vais afficher ça à l'écran. Et sinon, on se tient au courant pour le 3e album bientôt et probablement que les scènes aussi, là, qui vont se promener. Est-ce qu'on peut te suivre sur Facebook, avoir des dates, ce genre de choses-là aussi? Marc Bélanger, Facebook, on va être là. Parfait. Marc Bélanger, Facebook. Bien, merci. Puis nous autres, on va aller écouter ta musique. Là-bas sur le bord de la montagne, je m'étais construit une belle cabane, pas plus grande que la tête d'un siffleux entre les sapins de la coulée bleue. Chantais aux étoiles toute la nuit, j'étais aussi fort que mon grand bœuf, aussi raide qu'un vieux porte-tipi. J'avais pas une scène, mais j'étais heureux. Coin de pays où mon grand-père avait grandi. Entre les branches des grands érables, le vent murmurait des ballades. Il s'était presque tous les matins, le soleil descendait un brin pour saluer les écureux, jouer au sommet des sapins. Viens faire un tour dans le chemin des ours, je te ferai voir des levées de soleil sur les montagnes qui embrassent le ciel. Puis s'il fait beau, on se coupera des bio. Puis on se rappellera comme le temps était beau. Dans ma cabane plantée sur le bord de la coulée bleue. Sur le bord du fronteau, j'ai fait la terre pour la moisson, juste à côté d'un petit boulot. Dessus j'avais gravé ton nom. Le soleil tirait ses rayons, toute la vallée devenait bleue. On aurait dit un petit royaume où tous les rois attelaient des bœufs. Viens faire un tour dans le chemin des ours, je te ferai voir des levées de soleil quand la montagne embrasse le ciel. Et s'il fait beau, on se coupera des bio. Puis on se rappellera comme le temps était beau. Dans ma cabane, penchée sur le bord de la coulée bleue. Puis nos mémoires gravées à jamais dans nos...